prenaient l'Europe en l'an 1100. Les Normands ont conquis l'Angleterre une génération plus tôt, en 1066. La France est sous le règne des Capétiens, ils ont succédé aux Carolingiens. La première croisade vient de se terminer, elle aura duré de 1096 à 1099. Paris et Londres ont chacune environ 20 000 habitants, ce qui est dans la borne supérieure des grosses villes d'Europe à l'époque. Technologiquement, les dernières innovations qui se répandent rapidement sont la charrue lourde pour labourer les champs, les fers à chevaux et les moulins à eau. Les cheminées apparaissent sur le toit des maisons et la pierre commence tout juste à être utilisée dans les fortifications parce que les gens se rendent compte que ça brûle moins que le bois pendant les sièges. Pas de papier, pas de boussole, pas de poudre à canon, pas d'imprimerie et la monnaie est en métal quand il y en a. L'administration est essentiellement décentralisée et assez peu complexe. Maintenant, prenez la Chine en l'an 1100. La dynastie Song est à son apogée. Environ 120 millions de personnes peuplent le territoire et des villes comme Kaifeng ou Haichou ont chacune plus d'1 million d'habitants. L'économie de l'Empire est estimée à 3 fois celle de tous les pays européens réunis à la même époque. La dynastie Song produit environ 125 000 tonnes de fer par an, autant que l'Angleterre en produira 7 siècles plus tard, au début du 19e siècle. Les hauts fourneaux étaient déjà courants en Chine plus de 1000 ans avant qu'ils n'apparaissent en Europe, et pendant la dynastie Song, certaines régions commençaient même à utiliser du charbon sous forme de coke pour faire fondre le fer. C'est l'une des transitions majeures qui a permis la révolution industrielle en Angleterre, et elle avait déjà été faite 7 siècles avant, sous la dynastie Song. 7 siècles d'avance. Les jiaozi, les billets papier émis par le gouvernement, apparaissent en Chine en 1023. Il faudra attendre encore 650 ans pour que l'invention soit utilisée en Europe. La Stockholms Banco est la première banque européenne à émettre des billets et l'expérience est de courte durée. La banque fait faillite en 6 ans. La première expérience française avec une monnaie fiduciaire est une histoire qui prendrait un épisode entier, mais qui a fini avec un crash financier, et la tentative suivante des assignats juste après la Révolution est tout aussi catastrophique. Les jiaozi de la dynastie Song ont été utilisés avec succès pendant plusieurs siècles, donc 6 siècles d'avance sur l'Europe. D'ailleurs, quand Marco Polo découvre les billets papier 2 siècles plus tard à la cour du Grand Khan, il n'en revient pas. Il consacre un chapitre entier de son livre à expliquer comment le Grand Khan fait passer pour monnaie l'écorce des arbres transformée en quelque chose qui ressemble à du papier. Pour un Vénitien qui était habitué à des pièces d'or, voir un empire entier fonctionner avec des bouts de papier, c'était sans doute de la magie pure. La poudre à canon est découverte par des alchimistes chinois au 9e siècle, donc bien avant la dynastie Song. Ils essayaient apparemment de trouver comment atteindre l'immortalité en mélangeant des produits les uns avec les autres, et par accident, ils ont fini par trouver une excellente méthode pour atteindre la mortalité. Voici la formule si ça vous intéresse. C'est assez drôle d'ailleurs, on a une trace écrite des premiers accidents. Un texte taoïste du 9e siècle dit littéralement « Certains ont chauffé ensemble du soufre, du réalgar, du salpêtre avec du miel. Il en résulte de la fumée et des flammes, de sorte que leurs mains et leurs visages ont été brûlés, et même toute la maison a brûlé. » La première véritable utilité de cette poudre à canon se fait sous les Song avec les premières lances à feu, puis les bombardes qui sont développées quelques décennies plus tard. Il faudra 300 ans pour que cette invention arrive en Europe, donc 3 siècles d'avance. L'imprimerie à caractère mobile est inventée par un certain Bi Sheng en 1040, 400 ans avant la presse de Gutenberg. Les caractères étaient en bois, en céramique ou en métal, et ils étaient utilisés pour imprimer des livres entiers, des billets de banque, des textes de loi, etc. 4 siècles d'avance. L'imprimerie est un cas intéressant, parce qu'elle a profité d'une autre invention qui est beaucoup plus ancienne, le papier. Faire du papier à partir de bois est une invention chinoise qui avait déjà près d'un millénaire au moment de la dynastie Song. C'est léger, c'est résistant, et surtout, c'est très peu cher à produire. Au Moyen-Âge, les pays européens n'avaient pas de solution économique pour écrire. Le papyrus était partout dans l'Empire romain, parce que c'est incroyablement peu cher et facile à produire, mais c'est une plante africaine qui pousse dans le sud de la Méditerranée, en Égypte ou dans le Levant. Avec l'effondrement de l'Empire romain et des routes commerciales, cette plante des pays chauds était devenue introuvable dans la partie nord de l'Europe. L'alternative, c'était ça, le parchemin, fait avec de la peau animale. L'avantage du parchemin, c'est que c'est extrêmement résistant et que ça se conserve très bien. Et puis ça rend très bien les couleurs sur les enluminures, c'est très joli. Le désavantage, c'est que c'est hors de prix. Pour un livre de plusieurs centaines de pages, il faut des dizaines et des dizaines de mètres carrés de peau animale traitée et travaillée. L'équivalent de très nombreux blousons en cuir, juste pour un livre. Le parchemin n'est pas vraiment un matériau sur lequel on écrit une liste de courses. L'arrivée du papier et des secrets de sa fabrication se fait autour de 1200 à 1300, selon les endroits en Europe, soit un millénaire environ après son invention en Chine. 10 siècles d'avance. Mais c'est pas tout. La dynastie Song a aussi les écluses, 4 siècles d'avance sur l'Europe, la boussole pour la navigation en mer, 3 siècles d'avance sur l'Europe, des horloges complexes comme celle de Su Song qui pouvait suivre le cycle d'objets célestes comme Mars grâce à un mécanisme d'échappement, 3 siècles d'avance sur l'Europe,
des cales sèches pour réparer les bateaux, 5 siècles d'avance sur l'Europe, et des bateaux qui atteignent les 30 mètres de long et qui pouvaient faire des voyages de centaines de kilomètres avec au moins une centaine de passagers. Au même moment en Europe, la cogue était le summum de la technologie navale. Le gouvernail n'avait pas encore été inventé en 1100, donc on utilisait encore un gros aviron surdimensionné pour se diriger. Imaginez qu'il existe aujourd'hui un pays qui ait des technologies qui n'arriveront chez nous qu'en 2500. C'est exactement ce qu'était la Chine du Xe et du XIe siècle par rapport au reste de l'humanité. De la science-fiction pure. Le philosophe Francis Bacon a estimé que 4 grandes inventions ont changé le visage du monde et créé la civilisation scientifique actuelle. La poudre à canon, le papier, l'imprimerie et la boussole. La poudre à canon pour faire exploser la chevalerie et la noblesse en morceaux, la boussole pour créer le marché mondial et établir des colonies par-delà les mers, et le papier et l'imprimerie pour diffuser les idées scientifiques ou spirituelles plus rapidement. Je cite Marx grossièrement, mais c'est à peu près l'idée. Francis Bacon est mort sans s'en rendre compte, mais ces 4 inventions étaient chinoises. Et pourtant, la Chine n'a pas été à l'origine de la science moderne. Elle n'a pas eu l'âge des grandes découvertes, les Lumières, l'invention de la méthode scientifique. Tout ça, ça s'est passé en Europe. Et surtout, la Chine n'a pas été à l'origine de la révolution industrielle. C'est à une relativement petite île de la mer du Nord qu'on doit ce changement de paradigme, l'Angleterre. Et c'est particulièrement frappant si on compare le niveau technologique de la Chine avec l'Angleterre en 1100 après Jésus-Christ. En 1100, les Anglais étaient... je pense que les Chinois les auraient pris pour des bouseux. Et ce sont les descendants de ces mêmes bouseux qui ont apporté les produits de la révolution industrielle en Chine, 700 ans plus tard. Voici le premier contact entre l'Angleterre et la Chine, la mission McCartney, en 1793. Les Anglais voulaient établir des ports de commerce en Chine et des règles plus favorables pour leurs marchands. L'Angleterre avait un déficit commercial très important avec la Chine parce que la population anglaise raffolait du thé chinois et les Chinois en revanche n'achetaient pas beaucoup de produits anglais. La mission McCartney avait pour objectif d'alléger les restrictions commerciales qui avaient été mises en place par la dynastie Qing. Une ambassade diplomatique arrive donc à la cour de l'empereur Xianglong en 1793 avec des exemples de la technologie anglaise. Des télescopes, un planétarium entier, des armes et de l'acier. L'empereur Xianglong n'est pas du tout impressionné par ce qu'il appelle des jouets ingénieux, et il écrit même au roi George III. Notre empire céleste possède tout en abondance et ne manque d'aucun produit à l'intérieur de ses frontières. Il n'était donc nul besoin d'importer des produits manufacturés de barbares étrangers en échange de nos propres produits. J'aime beaucoup la suite aussi. De plus, notre dynastie, qui exerce son influence sur les innombrables races du globe, étend la même bienveillance à tous. Sympa. La mission britannique, qui voulait être reconnue sur un pied d'égalité, est donc un échec monumental. Les ambassadeurs anglais n'ont même pas l'occasion de sortir le modèle de moteur à vapeur des cartons, ce qui est assez ironique parce que 5 décennies plus tard, les Anglais reviennent avec le Nemesis, une canonnière à vapeur. La coque de 56 mètres est en fer et les canons anglais transforment les jonques chinoises en allumettes. Le deuxième contact entre la Chine et l'ère industrielle est donc beaucoup moins sympathique que l'ambassade diplomatique McCartney 50 ans plus tôt, et elle mène aux guerres de l'opium. Les Anglais prennent Guangzhou, qu'on appelle Canton en France, ils volent aussi Hong Kong et ils profitent du décalage monumental entre les niveaux technologiques pour faire signer à l'Empire chinois des traités commerciaux inégaux. Cette asymétrie mène ultimement à ce que la Chine appelle aujourd'hui le siècle de l'humiliation, qui inclut notamment la chute de l'Empire, le morcellement du pays en de nombreuses factions, l'annexion de certaines parties du territoire par le Japon, la Russie, l'Angleterre et beaucoup d'autres, ce qui nous ramène à notre question de départ. Comment se fait-il que la Chine ait pris autant de retard alors qu'elle avait autant d'avance ? Salut! Comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de publicité sur cette très longue vidéo. Et il n'y a pas non plus d'OPSP. Si vous appréciez ce travail, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire ou en soutenant financièrement ces vidéos sur Tipeee. C'est ma seule source de revenus et c'est ça qui rend ces vidéos possibles. Le lien est en description. Merci beaucoup! Cette question a été formulée de plusieurs façons par de très nombreux auteurs. C'est la question de Nidam, un chercheur qui a écrit une monumentale série de livres sur l'histoire et les technologies de Chine et qui se demandait pourquoi la révolution scientifique avait eu lieu en Europe et pas pendant la dynastie Song ou juste après. C'est aussi le débat de la grande divergence, qui essaie de comprendre les raisons du succès spécifique de l'Europe par rapport à d'autres puissances du monde, et notamment, bien sûr, de l'empire Qing de Chine. Et plus généralement, c'est aussi la question de pourquoi la révolution industrielle est apparue en Angleterre et pas ailleurs. Il y a beaucoup de réponses différentes à cette question, et elles sont toutes assez fascinantes, mais il faut que je précise d'abord quelque chose. Poser la question de pourquoi X n'a pas eu lieu est ce qu'on appelle un conditionnel contrefactuel. Ce qui n'a pas eu lieu ne laisse pas de traces, pas plus que ce qui aurait pu avoir lieu. Les historiens s'intéressent à expliquer ce qui a eu lieu, et donc ces choses sont totalement en dehors de leur champ d'étude, en théorie.
Demander ce qui se serait passé si Franz Ferdinand n'avait pas été assassiné ou si un certain moustachu avait été admis aux Beaux-Arts de Vienne a rarement beaucoup d'intérêt de leur point de vue. Enfin, ça, c'était la position principale des historiens au XXe siècle. Mais les choses changent un peu aujourd'hui. On peut voir les contrefactuels comme des sortes de simulations, des expériences de pensée qui aident à réfléchir aux problèmes, ce qui est plutôt pratique vu qu'on ne peut pas rejouer le film de l'histoire pour tester des hypothèses. L'ensemble du sujet de la grande divergence, les livres de référence, les articles académiques, tout ça peut être vu comme des analyses contrefactuelles extrêmement approfondies, chacune proposant des hypothèses différentes qui sont plus ou moins bien soutenues par les données. Et on va voir ensemble que ces différents scénarios nous apprennent beaucoup de choses sur comment le monde fonctionne. Voilà, c'était un préambule pour faire en sorte que les historiens qui me regardent rangent leur couteau. Maintenant, on peut entrer dans le cœur du sujet. Je suis tombé sur cette question fascinante en voyageant dans le Sichuan cette année. La région est connue pour ses pandas, sa cuisine épicée et ses ruines archéologiques, mais ce qui m'a intéressé, c'est son histoire industrielle. Voilà à quoi ressemble le Sichuan, vu de l'espace. Ça fait comme un œil, c'est très particulier. C'est un bassin qui est cerné de montagnes avec le plateau du Tibet, à gauche. Le bassin lui-même est une ancienne mer intérieure asséchée depuis plus de 6 millions d'années. Cette mer a laissé dans les sols des dépôts très importants de sel, et ça n'a pas échappé aux habitants de la région. Ils ont exploité ce sel très tôt dans l'histoire, sous la forme de liquide de saumure. Aussi loin des côtes, le sel avait une valeur énorme pour assaisonner les plats et conserver les aliments. Au milieu du Sichuan, il y a une petite ville qui s'appelle Zigong et qui est totalement en dehors des routes touristiques. 1 million d'habitants à peine, un village quoi. Pendant 2000 ans, Zigong était l'endroit dans le monde où les technologies de forage profond étaient les plus avancées. Les dépôts de sel sont à des dizaines ou des centaines de mètres de profondeur, et à une époque où la France s'appelait encore la Gaule, les habitants de Zigong avaient déjà développé des techniques de forage en mettant bout à bout des bambous sur des centaines de mètres, avec une pointe en fer à l'extrémité. L'axe était relié à une plateforme pivotante à la surface, sur laquelle plusieurs personnes montaient pour le relever. Et ils le laissaient tomber, ce qui faisait percuter la pointe en fer contre la roche des dizaines ou des centaines de mètres au fond du puits. La dynastie Song était un âge d'or d'innovation en Chine, et à Zigong aussi. Les tiges de bambou sont assez rapidement remplacées par un câble, toujours fait en bambou. Les embouts évoluent pour creuser différents types de sols avec des pièces de plus de 100 kg. Ils développent aussi des outils pour aller rechercher les forêts qui sont perdues au fond des puits. Bref, le forage profond pour le sel déclenche une innovation technologique qui est vraiment impressionnante pour le Moyen-Âge. Le record absolu, c'est le puits de Shenhai, la mer de profondeur, qui atteint 1 km en 1835. C'est le trou le plus profond jamais creusé de l'humanité à ce moment-là, sur l'ensemble de la planète. Au même moment, aux États-Unis, le tout premier puits de pétrole moderne, qui apparaît en 1859, atteint péniblement les 21 mètres de profondeur, contre 1 km en Chine, une génération plus tôt. Forer un puits coûtait environ 3000 pièces d'argent, et c'était un pari risqué. Donc, les gens de Zigong ont inventé le capital risque. Des dizaines d'investisseurs achetaient des parts d'un nouveau puits, ce qui étalait le risque financier. Il fallait des courtiers pour gérer tout ça. Bref, ils ont inventé un système financier complet. L'exemple de Zigong est très intéressant, parce qu'ils sont passés très près d'une révolution industrielle locale. Il n'y a pas que du sel dans les profondeurs de Zigong. Il y a aussi du gaz naturel. Pendant le Moyen-Âge, ils extrayaient ce gaz naturel en même temps que la saumure. Ils le transportaient dans des tuyaux en bambou, qui faisaient littéralement des pipelines. Ça ressemblait à ça. Ce gaz naturel était emmené jusqu'au site d'extraction de la saumure pour la faire évaporer en sel solide. 130 000 puits ont été creusés dans la région. Ils produisaient environ 150 000 tonnes de sel par an, et la ville ressemblait à une forêt de derrick, mais en bambou, qui dépassait les 100 mètres de haut. Le réseau de pipelines en bambou pour transporter le gaz naturel faisait 95 km de long à son apogée, et la rivière était totalement encombrée de bateaux pour exporter tout ce sel. C'était une industrie lourde, mais il n'y a pas eu de révolution industrielle. On pourrait sans doute prendre d'autres exemples d'industries chinoises qui ont été à 2 doigts de déclencher une révolution industrielle, mais qui ne l'ont pas fait. Mais vous allez voir que l'exemple de Zigong est quand même très utile pour illustrer toutes les hypothèses qui ont été avancées pour expliquer la grande divergence. Première hypothèse, parce que les Européens sont intrinsèquement spéciaux. On a la révolution industrielle dans les gènes, en quelque sorte. Oui, c'est pas une hypothèse très solide, mais il existe quand même quelques historiens pour la soutenir. David Land estimait que la révolution industrielle et la civilisation scientifique ne pouvaient apparaître qu'en Europe, parce que les Européens et leur territoire avaient quelque chose d'unique. Comme il le disait lui-même, la Grande-Bretagne avait les atouts en main, mais la Grande-Bretagne s'est ensuite façonnée toute seule. C'est une position qui est extrêmement tautologique. L'Angleterre était la seule à pouvoir inventer la révolution industrielle, parce que c'est la seule à l'avoir fait. Bon, en termes d'expérience de pensée, ça tourne court assez vite.
pas extrêmement intéressant. David Land était qualifié d'eurocentriste par ses détracteurs, ce dont il était d'ailleurs tout à fait fier. Et ses livres sur le sujet sont rarement conseillés vu qu'ils sont remplis d'erreurs. Mais bon, fallait bien en parler. Voilà, on passe. Les salaires. La Chine est très peuplée aujourd'hui et elle était déjà très peuplée il y a 1000 ans. La main-d'œuvre n'a jamais vraiment été limitante sur ce territoire, ce qui a été largement mis à profit par les différents rois et empereurs de Chine qui voulaient faire des méga projets rapidement. Construire un gigantesque canal de 2000 km de long, par exemple. La muraille de Chine aussi, évidemment. Tout ça a été fait sans aucune mécanisation et à la force des bras de la population locale, des prisonniers de guerre et des opposants politiques. J'ai eu la chance de visiter un de ces méga projets dans le Sichuan, le Dujiangyan. Il y a 2250 ans, les gens du Sichuan avaient un énorme problème. La rivière Min, qui sortait des montagnes, était souvent en crue et dévastait tout sur son passage. Les gens, dont les champs étaient ravagés, mouraient souvent de faim, alors le roi de la région mit quelques dizaines de milliers de personnes au travail et il fit construire ce système d'irrigation qui évacue l'eau en trop et distribue ce qu'il faut pour les champs. Tout le système est extrêmement bien conçu et il continue d'opérer aujourd'hui comme il y a 2250 ans. C'est très intéressant à visiter, mais je vous déconseille de le faire le week-end, surtout si vous êtes agoraphobe. Pour que tout ça existe, il a fallu creuser un gros canal ici, découper un bout de la montagne là, et tout ça a été fait à la main avec des outils d'il y a 2 millénaires, bien sûr. Les dirigeants de l'époque ont juste lancé quelques dizaines de milliers de personnes sur la montagne jusqu'à que le problème soit résolu. Selon Mark Elvin puis Robert Allen, cette main-d'œuvre abondante a coincé la Chine dans un équilibre qui rendait une révolution industrielle totalement inintéressante. Pourquoi mécaniser si on a des dizaines de milliers de personnes qui peuvent faire le travail des machines ? L'Angleterre, en revanche, n'avait pas le même surplus de main-d'œuvre. La croissance de la population était déjà relativement modérée, mais la peste noire qui frappe l'Angleterre en 1348 décime la population. Entre 40 et 60% de la population disparaît. Cette épidémie a de très nombreux effets sur la société anglaise. Les travailleurs qui survivent ont un plus grand levier de négociation sur leur rémunération, ce qui crée les prémices d'une économie à haut salaire. Le pouvoir essaie tant bien que mal de forcer les salaires à rester au niveau d'avant la peste noire, mais ça marche pas très longtemps, et les révoltes paysannes qui s'ensuivent marquent un énorme tournant dans le contrat social anglais. Le servage disparaît au XVe siècle, et les salaires anglais resteront élevés dans les siècles qui suivent, ce qui crée une pression économique suffisante pour que des investisseurs financent la conception d'inventions qui automatisent le travail. Le waterframe, le spinning jenny, et bien sûr, plus tard, toutes les inventions qui seront autour du charbon. En Chine, c'est presque l'inverse. L'essentiel des terres arables de la Chine était déjà cultivé en 1600, or la population continuait de grandir. Ce surplus de gens tirait les salaires vers le bas, et dans un tel contexte, l'invention de machines permettant d'alléger les besoins en main-d'œuvre n'avait absolument aucun intérêt. À quoi bon investir dans l'invention et la fabrication d'une machine si 200 ouvriers peuvent faire la même chose pour beaucoup moins cher ? Les puits de sel de Zigong sont en fait un excellent exemple. Pour faire percuter la pointe de fer au fond du puits, il suffisait de mettre 5 à 6 ouvriers sur une plateforme pivotante qu'ils activaient avec leur propre poids. Personne n'avait intérêt à remplacer tout ça par un moteur mécanique. Les humains capables de sauter sur des leviers étaient moins chers et ils étaient plus abondants. Autre exemple, les Chinois avaient déjà inventé une roue à filer le chanvre automatique en 1300 après Jésus-Christ. Elle a été propulsée par un moulin à eau, ce qui évitait le labeur manuel très fatigant de devoir filer le chanvre. Eh ben, bien sûr, l'invention est délaissée dans les siècles qui suivent et elle est totalement oubliée. La seule mention de cette invention est dans un manuscrit et il ne reste aucune trace de la machine elle-même. La Chine est retournée au filage du chanvre à la main parce que la mécanisation n'avait aucun intérêt économique. Comme la Chine a eu très tôt un réseau de transport très développé avec des canaux, des routes et une administration centrale qui gérait tout ça, il n'y avait pas non plus de pénurie de main-d'œuvre locale qui aurait pu mener à des inventions isolées. En quelque sorte, la Chine était trop efficace pour son propre bien. Il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre à résoudre par des inventions, donc personne n'avait vraiment intérêt à investir dans leur développement. Ok, donc ça, c'était la théorie des salaires. Passons maintenant à la prochaine hypothèse. Voici une carte des dépôts de charbon en Angleterre à la veille de la révolution industrielle. À l'échelle du territoire, ces dépôts de charbon recouvrent une assez grande surface et les gisements sont proches des ports et des rivières. Le charbon est déjà proche de l'endroit où l'essentiel de l'activité économique industrielle se fait. Voilà une carte du charbon en Chine. Le charbon a été utilisé depuis très longtemps dans l'Empire, mais les gros gisements sont dans le nord-ouest, dans la région du Shaanxi. C'est très loin du delta du Yangtze, et lorsque le centre de la dynastie Song était concentré dans le sud du territoire, c'était encore plus loin. Amener tout ce charbon vers les principaux centres de manufacture était un défi largement plus important en Chine qu'en Angleterre, ce qui rendait cette source d'énergie moins intéressante. Autre chose, les mines de charbon européennes, et particulièrement britanniques, avaient un défi.
elles étaient souvent inondées en profondeur. Solution, inventer une pompe qui fait sortir l'eau. Parfait, Thomas Newcomen fait exactement ça en 1712, en s'inspirant des plans de la machine à vapeur de Denis Papin. Cette pompe fonctionne très bien et elle permet d'assainir les boyaux et elle augmente la productivité en charbon. Quelques années plus tard, un certain James Watt s'inspire de la pompe de Newcomen et il invente son propre moteur à vapeur, la très fameuse machine de Watt, qui est un tournant extrêmement important de la révolution industrielle. Donc, l'eau dans les mines est un problème assez facile à résoudre, et sa solution offre même les bases d'un autre élément du puzzle de la révolution industrielle. Tout se goupille parfaitement, c'est formidable, les Anglais ont de la chance. En Chine, les mines de charbon du Shaanxi ne sont pas inondées, mais elles ont un autre problème. Elles explosent. Les gaz en profondeur s'enflamment spontanément à moins qu'il n'y ait une ventilation efficace. Problème, aspirer de l'air est beaucoup plus compliqué techniquement que aspirer de l'eau. Bref, le charbon était plus dangereux à extraire en Chine et il était plus loin des centres d'activité. Zigong, pareil. Le gaz naturel qui émergeait des puits de saumure pouvait être transporté sur quelques kilomètres avec des pipelines en bambou, mais il ne pouvait pas être déplacé à des milliers de kilomètres dans le delta du Yangtze, là où se concentrait l'économie chinoise. Donc cette énergie peu chère n'a pas été utilisée dans les centres manufacturiers et elle est restée cantonnée à faire bouillir de la saumure au lieu de déclencher une révolution industrielle. Ok, autre hypothèse. Les colonies. La Chine était historiquement entourée par un système de pays tributaires. La Corée, le royaume de Siam, la Birmanie, les Kazakhs, les îles Ryukyu, etc. Tous ces territoires s'inclinaient devant l'Empire chinois en échange de relations commerciales avantageuses. Et par s'incliner, je veux dire qu'ils s'inclinaient littéralement. Le Cao-Tao était demandé aux rois locaux pour qu'ils aient la chance d'être considérés comme des vassaux. Ce qu'ils faisaient assez régulièrement, vu les avantages économiques qui venaient avec le fait d'être un vassal de la Chine. Ce que la Chine n'avait pas, c'était un système colonial, au sens où l'Empire britannique le pratiquait. C'est-à-dire l'extraction de ressources à la périphérie pour enrichir le centre. La traite des esclaves et les nouvelles terres récemment dépeuplées de leur population native a été extrêmement profitable aux pays européens comme la France ou l'Angleterre. Les Européens s'enrichissaient en vendant les produits exotiques du Nouveau Monde à d'autres Européens ou en injectant l'or et l'argent qui étaient minés en Amérique du Sud dans l'économie mondiale. D'ailleurs, les Européens ont eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Après avoir utilisé de la monnaie papier pendant quelques siècles, les fameux jiaoxi dont je parlais plus tôt, la Chine recommence à utiliser de la monnaie en métal au début des années 1400 et plus particulièrement de l'argent. Une grosse économie demande beaucoup de monnaie et la Chine n'avait pas assez de mines d'argent. Elle devait donc l'acheter au grand bonheur des Européens. Leur colonie d'Amérique du Sud était remplie de mines d'argent. Les Européens sont donc tombés par chance sur le cheat code du Monopoly et avec tout cet argent, ils ont eu les moyens d'investir dans toutes sortes d'entreprises techniques ou scientifiques. L'Europe est devenue incroyablement, éhontément riche. Selon Kenneth Pomeranz, qui a lui tout seul relancé tout le débat de la grande divergence, les colonies ont eu un deuxième impact extrêmement important. Ces grands territoires fertiles pouvaient être utilisés pour faire pousser des ressources qui étaient ensuite envoyées aux métropoles. En Angleterre, ça a eu pour effet de libérer à la fois de la place et de la main-d'œuvre qui n'était plus nécessaire pour faire de l'agriculture, puisqu'ils achetaient le reste à leurs colonies. Les exportations des nouvelles colonies d'Amérique, comme le bois, le coton et la laine, auraient permis de libérer 100 000 km² de terrain au Royaume-Uni, soit à peu près le tiers de la surface totale. C'est monumental. Ces gens et ces terrains étaient disponibles pour d'autres choses, comme l'industrie. Enfin, dernier effet pratique des colonies, il y vivait une population qui s'enrichissait peu à peu et qui était très en demande de produits manufacturés qui venaient du centre de l'Empire. Les tissus qui sortaient des usines anglaises se vendaient très bien chez les colons britanniques qui vivaient en Inde ou en Amérique du Nord, et cette clientèle affamée donnait toute l'incitation économique nécessaire pour augmenter la production industrielle de ces produits manufacturés. Selon Pomeranz, les colonies sont la première raison qui explique pourquoi l'Angleterre a décollé aussi fort lors de la révolution industrielle. Zigong. Zigong n'avait pas une liste de clients qui s'attendaient jusqu'aux frontières d'un empire colonial en pleine expansion. Le seul client qui achetait du sel, c'était l'État chinois, qui avait un monopole total. Il n'y avait pas de demande extérieure exponentielle qui aurait justifié de construire des machines pour produire toujours plus. Les marchands de Zigong produisaient pour un marché intérieur captif, totalement encadré par l'État. Ok, hypothèse suivante. Ça, c'est une de mes hypothèses préférées, et c'est peut-être parce qu'elle vient d'un domaine qui n'a qu'un rapport assez lointain avec l'histoire, et qui est plus proche de l'évolution culturelle ou de l'anthropologie. Je suis biologiste, et c'est hélas une maladie qui est incurable. L'hypothèse de Joseph Henrich repose sur plusieurs idées fondamentales, et je vais les expliquer les unes après les autres.
La première grande idée, c'est que la probabilité d'apparition des innovations est corrélée au nombre de gens. Plus de gens, c'est plus de cerveaux qui réfléchissent à comment résoudre des problèmes. Et on voit très bien l'effet de ce cerveau collectif en Chine dès le début du Moyen-Âge. Avec 150 millions d'habitants sous la dynastie Song contre peut-être 60 millions pour toute l'Europe à la même époque, la Chine avait énormément de cerveaux pour inventer des choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils avaient l'horloge avec un mécanisme d'échappement, le minage profond et des chariots avec différentiel qui pointaient vers le sud, pendant que l'Europe découvrait qu'on peut faire de la rotation de culture pour maximiser les rendements. Ouais, la Chine a creusé son avantage technologique grâce à sa population. Ok, mais l'efficacité de ce cerveau collectif ne dépend pas seulement du nombre de cerveaux, elle dépend aussi de la façon dont ils sont connectés entre eux. Prenez 2 sociétés de 100 millions de personnes. Dans la première, les gens ne font confiance qu'à leur famille élargie, ne se marient qu'entre cousins, ils font des affaires uniquement avec des gens de leur clan et ils voient les étrangers avec méfiance. Dans la seconde, les gens se marient avec des inconnus, ils déménagent loin de leurs parents, ils rejoignent des associations volontaires et ils font des affaires avec des étrangers sur la base de contrats écrits. Les 2 sociétés ont le même nombre de cerveaux, mais la deuxième brasse les idées beaucoup plus vite, parce que les informations circulent au-delà des frontières familiales. Et par conséquent, elle produit plus d'innovation. Selon Heinrich, c'est précisément ce qui explique la différence entre l'Europe et la Chine. Et la raison est assez surprenante. L'Église catholique. Dans la majorité des sociétés de l'histoire, l'unité sociale de base n'était pas l'individu, c'était la famille étendue, le clan. Une grande famille élargie qui possède les terres, qui arrange les mariages entre cousins pour garder les terres et les biens à l'intérieur du groupe, et qui pratique souvent un culte des ancêtres. C'était à peu près le cas de l'Europe, au moment où l'Empire romain s'effondrait. Il y avait une constellation de clans aux origines diverses, des Celtes, des Germaniques, des Slaves, qui vivaient peut-être pas très loin les uns des autres, mais qui ne se mélangeaient pas du tout. On retrouve toujours cette organisation dans une très large partie du monde aujourd'hui. Voici par exemple une carte des mariages consanguins dans le monde. En ce moment même, il y a beaucoup de pays où un tiers, voire la moitié des mariages sont à l'intérieur de la famille proche. En Chine, le clan, le Zongzi, était la pièce centrale de l'organisation sociale. Les gens qui partaient à la ville pour gagner de l'argent gardaient contact avec le village, ils y envoyaient de l'argent, et ils revenaient régulièrement pour les rituels nécessaires à maintenir la communauté intacte. En Europe, les choses changent totalement à partir du IVe siècle environ. L'Église catholique commence à promulguer une série de règles extrêmement spécifiques sur le mariage et la famille, que Heinrich détaille dans son livre. On y retrouve interdiction de mariage entre cousins jusqu'au 6e degré. On parle quand même d'interdire le mariage avec le cousin issu de germain de son arrière-grand-père. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Interdiction de la polygamie. Interdiction de se marier avec des non-chrétiens. Interdiction de se marier avec les parrains et les marraines, c'est-à-dire des gens avec qui on n'est pas réellement apparenté, mais c'est un concept spirituel qui est inventé pour l'occasion. On ne peut pas se marier avec eux non plus. Interdiction du mariage de la veuve avec un frère du défunt. Alors ça s'appelait le lévirat, et c'est une pratique qui est encore extrêmement courante pour garder la veuve et ses enfants dans le clan. Bon ben ça, c'est terminé. Interdiction des mariages arrangés. L'adoption est découragée, et enfin, l'Église se déclare héritière des gens qui meurent sans descendance directe, ce qui a pour effet de faire un transfert massif de richesses des clans vers l'Église. Ce qui est important à souligner, c'est que ça n'a rien de logique, même pour l'Église. Aucune de ces règles n'a de fondement biblique clair. L'Ancien Testament est truffé de mariages entre cousins et de polygamie. Des anthropologues, comme Jack Goody, ont suggéré que le motif était surtout économique. Bon, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est vrai que ça a clairement eu des conséquences économiques positives pour l'Église. Les conséquences psychologiques, en revanche, sont mieux connues. Selon Joseph Heinrich, après un millénaire d'interdiction de se marier entre cousins, les populations européennes ont développé une psychologie très particulière, qu'il appelle « weird » en anglais. Occidentale, éduquée, industrialisée, riche et démocratique. Weird veut dire bizarre en anglais, et son objectif était de montrer que la quasi-totalité des sujets utilisés en recherche en psychologie expérimentale viennent de pays weird, alors qu'ils se trouvent être en fait les humains les plus bizarres de la planète. We coined this term as a way of raising the consciousness of our fellow researchers to remind them that when they just study Americans or they just study Western subjects, not only are they getting one slice amongst a spectrum of cultural diversity, but they're getting an unusual slice. It's not even like the median population, it's some more outlier population. Les restrictions du mariage ont un impact sur la psychologie des gens. C'est étrange, a priori, mais cette étude, parue dans Science, a testé l'hypothèse.
Pour énormément d'endroits du monde, ils ont créé un indice d'intensité du lien de parenté à partir de données anthropologiques. En gros, à quel point une société s'organise autour de familles élargies. Puis, ils ont croisé cet indice avec la durée d'exposition historique de chaque région à l'Église catholique et à des mesures psychologiques qui ont été faites récemment comme l'individualisme, le conformisme, etc. Et voilà le résultat. Plus l'endroit où vivent les gens a longtemps été sous l'emprise de l'Église catholique, plus les gens sont individualistes, plus ils font confiance aux inconnus ou aux institutions, et plus ils ont un sens de l'équité en dehors de leur famille. Et enfin, moins ils sont sensibles au conformisme. L'effet fonctionne quand on compare les pays entre eux et à l'intérieur même de chaque pays. Les régions qui ont eu un évêché plus tôt sont plus weird que les régions où le pouvoir de l'Église est arrivé plus tard. Les gens sont plus weird dans les régions sous l'Église catholique romaine que dans les régions sous l'Église orthodoxe, qui avait une version allégée des restrictions maritales. Et enfin, cet effet s'observe aussi chez les immigrés de seconde génération, qui ont des valeurs d'individualisme différentes en fonction de l'intensité du lien de parenté de l'endroit d'où viennent leurs grands-parents. Donc, après quelques siècles, ne pas se marier entre cousins rend les gens plus individualistes, non conformistes, et ainsi de suite. Un autre point important, c'est que tout ça a un effet sur le rythme d'apparition des innovations, et c'est là qu'on revient sur notre sujet. L'interdiction du mariage crée une mobilité qui oblige les gens à sortir de leur clan, et ça a un impact très important sur la circulation des idées, qui bouge largement à l'intérieur de la chrétienté, parce que les gens eux-mêmes bougent. Dans une société de clans comme la Chine médiévale, les savoir-faire circulent principalement à l'intérieur des lignages. Un apprenti apprend de son oncle, un secret de métier se transmet de père en fils, et ainsi de suite. Zigong, par exemple. L'industrie du sel était organisée autour de grandes familles marchandes qui possédaient les puits et les transmettaient sur plusieurs générations. Le savoir-faire de forage, comment consolider un puits, ou comment repêcher un forêt cassé à 800 mètres de profondeur, tout ça circulait de père en fils ou d'oncle à neveu à l'intérieur des clans. Il n'y avait pas de société scientifique du forage profond, pas d'université du sel. Les innovations circulaient très lentement à Zigong, principalement parce que les grosses lignées se parlaient assez peu entre elles. Et c'est pareil à l'échelle du pays. Le cerveau collectif chinois était absolument massif en nombre brut, mais il était compartimenté en clans. Le cerveau collectif européen était plus petit en nombre, mais beaucoup mieux câblé, entre guillemets. L'obligation de se marier en dehors du clan a forcé le mélange des gens en dehors de leur groupe respectif au sein de la chrétienté. Les idées circulent plus vite et surtout beaucoup plus loin. Le compagnonnage se met en place et force les gens à voyager pour apprendre un métier. Des corporations, au sens très large du terme, se développent. Les guildes, les universités, les monastères et les compagnies marchandes, qui sont des associations volontaires de gens totalement indépendantes de la famille. Elles sont ouvertes aux étrangers, dans une certaine mesure, et elles fonctionnent sur la base de contrats plutôt que sur les liens du sang, et elles ne dépendent pas d'une lignée biologique. C'est assez révolutionnaire. La Royal Society, l'Université de Bologne ou de Paris, la Hanse, les différentes compagnies des Indes, tout ça, ce sont des corporations. Et certaines émergent dès le XIe et le XIIe siècle. Elles favorisent énormément le taux d'innovation et on voit le résultat dans cette corrélation entre le nombre de brevets par habitant et le score d'individualisme d'une nation. Plus un pays est weird, plus il va générer des innovations. En Europe, ces traits psychologiques particuliers sont apparus après des siècles d'interdits imposés par l'Église. C'est une hypothèse que je trouve très intéressante parce qu'elle peut se généraliser à d'autres endroits. N'importe quelle culture du monde qui a réussi à limiter l'aspect clanique du mariage devrait avoir un cerveau collectif qui marche mieux. Et surtout, elle est testable. Par exemple, Heinrich a testé cette hypothèse à l'échelle de différentes régions de la Chine. Et ça marche. Donc, l'Europe aurait inventé la révolution industrielle grâce à sa psychologie particulière issue de la destruction du système de clans. Ok, c'était un gros morceau. Hypothèse suivante. Une Europe morcelée. Ce monsieur, c'est Joël Mokyr, un historien de l'économie qui a reçu un prix Nobel d'économie très récemment pour ses travaux. Il a écrit un très gros livre sur le débat de la grande divergence. C'est impossible de résumer la thèse du livre en quelques phrases sans la déformer éhontément, donc c'est exactement ce que je vais faire. L'une des grandes idées de Mokyr, c'est que l'Europe a eu de la chance d'être fragmentée. Le continent a toujours été constitué de très nombreux États relativement faibles en compétition les uns avec les autres, avec aucune hégémonie qui pouvait réellement menacer les autres sur le long terme. Aucun pays ne pouvait imposer sa vision politique ou religieuse aux autres, et les intellectuels menacés dans un endroit pouvaient toujours trouver refuge dans un pays plus accueillant. Des penseurs comme Descartes, Voltaire ou John Locke en ont très clairement profité en déménageant dans des pays où le risque de persécution pour leurs idées était plus faible. Très souvent aux Pays-Bas, d'ailleurs, qui était un des endroits d'Europe où on pratiquait le plus ce qui ressemble à ce qu'on appellerait aujourd'hui de la liberté d'expression. Quand Descartes s'installe à Amsterdam, il écrit à un ami :
Quel autre pays où l'on puisse jouir d'une liberté si entière, où l'on puisse dormir avec moins d'inquiétude, où il y ait toujours des armées sur pied exprès pour nous garder, où les empoisonnements, les trahisons et les calomnies soient moins connus. Coïncidence, les Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies à l'époque, étaient particulièrement productives scientifiquement, avec des astronomes comme Huygens, des microbiologistes, des philosophes. C'est fou ce que les gens peuvent inventer si on les menace pas de les balancer dans un cachot toutes les 2 secondes. Ces intellectuels étaient aussi connectés entre eux par ce qu'on a appelé plus tard la République des lettres, un ensemble d'articles savants qui permettait de faire de la science ouverte pour la première fois. Tout le monde écrivait en latin, et selon Mokyr, l'Europe avait le bon équilibre de fragmentation politique et d'unicité culturelle. La Chine, en revanche, était très largement unifiée. Le principal client du marché des idées était l'administration impériale. Si l'empereur décidait que telle ou telle idée n'était pas désirable, ou même néfaste, c'était la fin du programme de recherche tout entier. Il n'y avait pas d'autres pays où fuir et où les savants auraient pu trouver d'autres patrons qui auraient financé leurs études. Un Descartes ou un Galilée chinois avait tout intérêt à rapidement arrêter ces carabistouilles dès le premier avertissement. Et c'est pas dans les états féodaux et relativement pauvres du Japon féodal, qui était de toute façon fermé à l'époque, ou de la Corée qu'il allait pouvoir s'épanouir scientifiquement. Et de ça, on a un excellent exemple. La flotte du trésor. Au début des années 1400, l'amiral Cheng He commandait des centaines de vaisseaux qui faisaient entre 70 et 120 mètres de long, selon les estimations. 80 ans plus tard, quand Christophe Colomb traverse l'Atlantique, sa Santa Maria faisait 19 mètres de long. Donc à peu près le tiers du plus petit des bâtiments de Cheng He. Peut-être le 6e. La flotte voyage en Asie du Sud-Est, en Inde jusqu'en Afrique de l'Est et au Yémen, ramenant des biens exotiques extrêmement précieux. C'est un âge d'or du commerce international et des innovations de technologie marine. Et en 1433, les empereurs de la dynastie Ming décident que le commerce océanique est désormais interdit, sur fond de lutte du pouvoir entre les Confucéens et les eunuques. C'est compliqué. Les bateaux sont démantelés ou brûlés. Les ambassades étrangères sont jetées en dehors du pays. C'est la fin de tout un secteur d'innovation parce que le pouvoir central a décidé que. Bien sûr, d'autres facteurs entrent en jeu. Pour Peter Mokyr, les Européens ont rapidement eu un rapport très spécial avec la science. L'idée que la nature puisse être comprise et maîtrisée pour améliorer la condition humaine, c'est pas une idée qui était évidente, et elle était essentielle pour que la science et l'ingénierie puissent transformer l'économie comme elles l'ont fait, et mener la révolution industrielle à son terme, en quelques siècles. Les Européens semblent aussi avoir compris assez rapidement qu'on pouvait remettre en question l'autorité des textes anciens. C'est dur de s'en rendre compte aujourd'hui, mais il fallait beaucoup de courage pour dire « Ok, en fait, peut-être que les auteurs grecs ne savent pas vraiment de quoi ils parlent quand ils écrivent des trucs sur la physique, et je vais faire une expérience pour le prouver. » Ça a été une véritable révolution en tant que telle, qui n'a pas vraiment eu lieu en Chine non plus, parce que le poids du confucianisme semble avoir été trop important. Ok, hypothèse suivante. L'artisanat contre la science. Ok, je vais faire vite pour celle-là parce qu'elle reprend des idées d'autres hypothèses et on se répète un petit peu. Justin Yifu Lin a été le chef économiste de la Banque mondiale pendant 4 ans et conseiller économiste important de la République populaire de Chine. Selon lui, le facteur qui a décidé de la grande divergence, c'est le passage d'une innovation basée sur l'expérience personnelle à une innovation basée sur l'expérimentation. Dans le monde prémoderne, on invente à partir de l'expérience pratique. Les foreurs de Zigong, par exemple, étaient des ingénieurs empiriques de génie. Ils pouvaient creuser des puits d'1 kilomètre de profondeur avec des bambous, mais autant qu'on sache, ils n'avaient pas de théorie géologique sous-jacente. Ils étaient incapables d'expliquer pourquoi certaines formations géologiques contenaient du gaz et d'autres non, ni de prédire où se trouveraient les prochains gisements de saumure. Ils avaient un savoir-faire, mais pas une science. Tout le savoir vivait dans des apprentissages et des transmissions familiales. Jamais dans une communauté scientifique plus large qui aurait pu le formaliser et le généraliser à d'autres industries. En Europe, la révolution scientifique fait que, à partir du XVIIe siècle, l'innovation se repose sur des connaissances théoriques. Il faut des gens formés aux mathématiques, à l'observation systématique, à l'expérimentation contrôlée. Le système des universités et des journaux scientifiques permet de former cette élite intellectuelle qui fait avancer les connaissances. La Chine aussi avait des institutions prestigieuses, comme l'Académie Hanlin, mais elle était centrée sur l'étude des textes confucéens, pas sur l'enquête empirique de la nature du monde. Le système des examens impériaux en Chine sélectionnait les élites sur la maîtrise des textes classiques, pas sur les sciences. Les cerveaux les plus brillants allaient faire carrière dans l'administration plutôt que dans la recherche. Ils savaient citer Mencius, les 4 livres et les 5 classiques, mais concevoir une expérience scientifique simple aurait sans doute été un petit défi pour eux. Et comme l'a prouvé le Némésis quand il est arrivé devant Canton, la science a quand même une utilité assez concrète, qui fait une différence importante sur le long terme. Peut-être que la leçon de Zigong, c'est que les inventions sont assez faciles à avoir. Ce qui est compliqué, c'est de transformer ces innovations en révolution. Les artisans de Zigong avaient inventé le futur,
mais le monde autour n'était pas prêt à l'accueillir, en quelque sorte. Ok, hypothèse suivante. Le tournoi militaire. La plupart des hypothèses qu'on vient de voir sont économiques, culturelles, énergétiques, mais pour l'instant, aucune n'a vraiment mentionné l'aspect militaire. Or, le militaire est littéralement la forme sous laquelle s'est faite la rencontre entre l'Occident et la Chine. C'est par la violence des guerres de l'opium, notamment, qu'on a vu l'écart technologique causé par la Grande Divergence. Philipp Hoffmann en a fait une théorie. Il s'est particulièrement intéressé à la poudre à canon, qui est une sorte de paradoxe. Les Chinois l'ont découvert des siècles avant tout le monde, et ils la mettaient dans des lances à feu sous la dynastie Song, mais en 1700, leurs canons et autres armes à main étaient largement inférieures à celles des Européens. Étrange, les Européens avaient conquis plus d'un tiers de la planète en 1800. Et bien sûr, l'économie, la science, le charbon et la psychologie entrent en jeu, mais dans la réalité concrète du terrain, c'est par les canons que ça s'est fait. C'est grâce à ces canonnières placées devant Edo que le Commodore Perry a forcé le Japon à s'ouvrir au monde extérieur en mettant fin à 265 ans de Sakoku, la fermeture étanche des frontières sous le shogunat Tokugawa. C'est grâce à des canonnières placées devant Bangkok que les Français ont forcé le royaume de Siam à céder une portion assez généreuse de leur territoire, ce qui est devenu plus tard le Laos. Et c'est grâce à des canonnières que les Britanniques ont forcé l'empire chinois des Qing à céder Hong Kong et à abandonner toutes les restrictions commerciales pendant la première et la deuxième guerre de l'opium. Il y a littéralement des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Le canon est une invention que les Européens ont su perfectionner et mettre à profit pour leurs ambitions coloniales. Pour Hoffmann, avant de s'intéresser à l'économie, à la culture et ainsi de suite, il faut d'abord expliquer cette différence d'expertise dans l'artillerie. Pour lui, tout vient de l'histoire chaotique du continent. Entre 1500 et 1800, les grandes puissances européennes étaient en guerre les unes contre les autres environ 50% du temps. Le budget militaire pouvait grimper jusqu'à 80% des dépenses royales en temps de guerre. C'est un continent entier, littéralement dédié à la boucherie pendant 3 siècles. Un prince ne doit donc avoir d'autres objets, d'autres pensées, d'autres arts que celui de la guerre, et des préparatifs la concernant. C'est de Machiavel. Et effectivement, les princes ne pensaient qu'à ça. Et au fur et à mesure des générations, ils s'amélioraient en pratiquant. Pour Hoffmann, c'est un type très spécifique de compétition qui ressemble à un tournoi, où le gagnant rafle toute la mise. En modélisant mathématiquement ce tournoi, il montre que les élites royales avaient tout intérêt à investir beaucoup de ressources dans cette compétition parce que les enjeux étaient monumentaux. Dans une victoire, elles raflaient des mises énormes, de la terre, de la gloire ou des tribus, et dans une défaite, elles perdaient leur légitimité. Autant y aller à fond, ce qu'elles ont fait. Allègrement, même. Bien avant la révolution industrielle, l'Europe avait donc développé une technologie militaire très impressionnante grâce à une longue tradition d'envoyer ses villageois dans des bains de sang. Notamment avec des canons. La Chine a eu son lot de conflits aussi, bien sûr, mais majoritairement avec des adversaires qui n'étaient pas facilement vaincus par la poudre à canon. Les nomades des steppes venus du nord ou de l'ouest n'étaient pas contrés avec de l'artillerie, et ils n'ont jamais vraiment eu d'intérêt d'investir massivement dans cette technologie. Ce qui leur a coûté très cher en 1840. Il est temps de conclure, ça fait beaucoup d'hypothèses. C'est vrai que le domaine de la Grande Divergence a été très prolifique depuis une vingtaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est que ces différentes hypothèses offrent des scénarios vraiment très différents, des visions alternatives de l'histoire, en quelque sorte. Selon Pomerantz, la divergence entre la Chine et l'Europe s'est faite très tard. La révolution industrielle est vraiment arrivée juste parce que l'Angleterre avait du charbon à côté des ports et un empire colonial pour externaliser la production de nourriture. Et donc, il a fallu attendre d'avoir l'empire colonial et l'extraction de charbon autour de 1550, à peu près. Selon Joseph Henrich, la Grande Divergence commence autour de l'an 1000, quand l'Église catholique a publié ses édits matrimoniaux qui ont fait que les gens ont arrêté de se marier entre cousins. Ça se serait ensuite développé pendant plusieurs siècles en accumulant les intérêts, mais on voit qu'entre Henrich et Pomerantz, il y a un décalage de presque 8 siècles pour situer le début de la Grande Divergence. Bref, les gens ne sont pas du tout d'accord. Et en plus de ça, certaines hypothèses sont obsolètes, mais sont toujours promues par des historiens, comme par exemple l'éthique protestante, qui a été largement débunkée depuis. Il y a aussi ce débat sur la question de savoir si c'est l'Europe, et surtout si c'est l'Angleterre qui a accéléré, ou si c'est la Chine qui a ralenti. Chaque hypothèse donne une réponse très différente à tout ça. Est-ce que c'est un seul de ces scénarios qui explique tout, ou est-ce que c'est 2 d'entre eux, ou est-ce que c'est 3 d'entre eux, ou est-ce qu'il fallait qu'ils aient tous lieu pour qu'on observe cette différence entre l'Europe et la Chine ? Victor Cour a une réponse que je trouve intéressante. Pour lui, l'importance relative de chaque facteur a changé au cours du temps.
Les institutions ont eu une importance très tôt, au Moyen-Âge, et plus l'histoire a avancé, et plus des coups de chance, comme la peste noire et son impact sur les salaires, ou la présence du charbon près des côtes, ont changé la donne. Tout ça pour dire, nous sommes encore très très loin d'avoir une théorie précise de l'histoire, et de pouvoir quantifier l'importance de chaque événement. Mais des questions aussi larges que pourquoi la Chine n'a-t-elle pas développé d'âge industriel et l'Europe si, sont exactement la méthode par laquelle on va peut-être finir par y arriver. En d'autres termes, les contrefactuels et les expériences de pensée sont peut-être une des clés pour comprendre l'histoire. Merci de votre attention et à la prochaine. Salut, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Non, pas petit, non, vraiment pas petit. Si vous voulez soutenir ce type de créations qui vont un peu en profondeur, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire ou soutenir la chaîne financièrement sur Tipeee. Tous les liens sont en description. À très vite pour le prochain épisode qui sera un peu plus classique pour le coup. Et plus court aussi. Ouais.